Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier webinaire de l'année. D'ailleurs, on ne va plus appeler le webinaire parce que pour nous, il s'agit d'échanges SIAM, d'échanges sur les sujets thématiques qui vous intéressent, qui vous impactent aussi au niveau de la vie quotidienne. Euh, et c'est le bon moment, le bon timing parce que je crois qu'on est dans les premières semaines de janvier, où la fête continue à battre son plein, même si les bars et les restaurants, malheureusement, sont fermés. Mais nous allons pouvoir passer du champagne au cidre et puis à d'autres produits du terroir qui nous égayent. Nous avons tenu absolument à vous parler de l'alcool et surtout de l'alcool au féminin et pour vous présenter aussi quelques solutions, quelques pistes innovantes de prévention en entreprise et puis bien sûr au niveau de votre vie personnelle. Pour cela, nous sommes accompagnés de Laurence Côté. Bonjour Laurence. Bonjour Vin et bonjour tout le monde et je vous souhaite tout de suite mes bons vœux sobres. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur le janvier sobre, ce beau challenge que vous avez instauré depuis quelques années. Bonjour Jean-Jacques, cadeau. Bonjour Vin. Bienvenue Jean-Jacques aussi, fondateur de la startup ITLO. Tu nous en parleras un peu mieux tout à l'heure de ton application. Avec plaisir. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez réussi à nous rejoindre. Et Laurence, j'ai devant ce beau produit de terroir qui nous apporte, il paraît, de la gaieté, il paraît que ça pourrait aussi calmer quelques angoisses. Mais au fond, pourquoi on appelle l'alcool un produit, une substance psychoactive? Eh bien parce que l'alcool est un produit qui agit sur le corps, mais qui agit surtout sur le cerveau. Et l'alcool, lorsqu'on en abuse, ou même lorsqu'on est dans les excès, peut altérer la santé mentale et peut apporter des troubles cognitifs. C'est donc une substance psychoactive qui est assimilée et qui est dite, qui est qualifiée d'ailleurs de drogue. Et il faut donc toujours rester dans cette zone alcool-plaisir et ne jamais tomber dans les dangers de l'alcool. Et c'est de cela que nous allons parler. Très bien. Laurence Côté, de mémoire, je crois que vous êtes une patiente experte et vous avez eu un parcours assez particulier, aussi bien professionnel que côté produit. Est-ce que y a-t-il un alcoolisme au féminin? Oui, bien sûr. Il y a un alcoolisme féminin très spécifique à la femme. Et c'est merveilleux parce que je trouve que depuis quelques années et surtout ces derniers mois, on est vraiment en train d'en parler et on est vraiment en train de casser le tabou de l'alcoolisme féminin. Alors, vous avez dit, je suis patiente experte. Ça veut dire que j'ai ces deux casquettes sur la tête. J'ai été patiente et je suis devenue experte. J'ai donc été patiente, j'ai donc été malade de l'alcool. Alors, brièvement, comment je suis arrivée à cette situation? Lorsqu'on nous enseigne l'alcoolisme, puisque je me suis formée en alcoolologie, on nous dit que finalement, l'alcoolisme, qui est une maladie, c'est la rencontre de trois facteurs. C'est la personne, le produit et l'environnement. Alors, la personne, c'est-à-dire la petite fille que j'ai été à l'époque, eh bien, déjà à 15-16 ans, elle buvait beaucoup trop. Elle le faisait en groupe, dans des groupes d'amis qui étaient plus âgés que moi, qui avaient de l'argent et qui m'offraient de l'alcool. Et je me souviens très bien que je prenais cet alcool pour être à l'aise. En fait, j'étais extrêmement timide et je voulais être intégrée dans ce groupe. Et donc, je me suis servi de cet alcool pour être intégrée, pour pouvoir m'exprimer. Et il paraît d'ailleurs que j'étais très rigolote sous l'effet de l'alcool. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à 15-16 ans, j'habituais déjà mon cerveau, qui était en cours de formation, à la molécule alcool.
Et ça, je l'ai su bien plus tard. Le seul problème, c'est que j'ai beaucoup trop picolé trop tôt. Si j'insiste là-dessus, c'est que les jeunes d'aujourd'hui jouent avec l'alcool, on en parlera plus tard. Mais donc, quand on commence jeune, c'est véritablement une bombe à retardement pour la suite. Ensuite, j'ai fait un parcours étudiant normal, sauf que je continuais à boire notamment les week-ends. Et je vais enclencher une belle carrière professionnelle dans un secteur où, et là je passe au facteur de l'environnement, c'est le secteur du BTP. Et là, je dois reconnaître que c'est véritablement du BTP que je suis devenue alcoolique, c'est-à-dire devenue droguée à l'alcool, parce que l'alcool était présent, il l'était dans des repas d'affaires, il l'était dans des pots tout à fait officiels, et le mois de janvier, par exemple, c'est les pots de cérémonie des vœux, il y en avait constamment, il y a les pots officiels, mais après il y a également les pots clandestins, et il faut vraiment dire que le BTP est un secteur extrêmement impacté par l'alcool. Il y a même une culture alcool, et finalement je suis tombée dedans. Alors, la suite, elle est triste. À 35-36 ans, suite à un drame personnel familial, je perds mon mari dans des conditions épouvantables. Et c'est vraiment de 35 à 36 ans, pour pouvoir gérer ce deuil, que je vais prendre l'alcool comme un psychotrope et que je vais le poser comme un pansement sur la douleur du deuil. Et en une année, Vim, je bascule dans l'alcoolisme. La question qui m'est très souvent posée, mais comment ça a été si vite? Et la réponse, vous l'avez, c'est simplement parce que j'ai commencé très tôt. Et que donc, j'ai accumulé des années d'excès d'alcool pour, une fois seule, dans une solitude épouvantable et avec une souffrance épouvantable, à cause de ces années d'alcoolisme, de ces années d'excès d'alcool, je vais en une année tomber dans cette dépendance, c'est-à-dire je vais devenir droguée à l'alcool. Alors c'est une femme qui vous parle. C'est une femme qui a connu l'alcool. Pour répondre à votre question, y a-t-il un alcoolisme féminin? Oui, bien sûr. Et quelles sont les différences par rapport à l'alcoolisme masculin? Alors d'abord, on n'a pas véritablement de statistiques sur ces femmes qui boivent, et pourtant elles existent. On situe entre 1 million, 1,5 million de femmes qui boivent en France, ce qui est quand même énorme. Au niveau de l'image qu'elle renvoie, une femme qui boit, c'est pas beau. C'est très vite assimilé à une femme facile, une femme débauchée, une pochetronne. Et comme on ressent très vite cette image négative que l'on renvoie, moi très vite j'ai compris, notamment dans le milieu professionnel, parce que ça commençait à jaser autour de moi, parce que je continue à avoir une belle carrière professionnelle, hein. J'ai quand même terminé cadre supérieur dans le monde du BTP, mais mes collaborateurs proches venaient me voir en disant, vous savez, Madame Coetet, hier soir quand même, vous avez peut-être un peu trop bu, si on vous en parle, c'est parce qu'on vous aime bien, etc. Donc je ne suis pas bête. Et je commence à me dire, aïe, on me repère. Alors que ce n'est pas du tout pour un homme, c'est pas du tout la même chose pour un homme. Un homme, il peut continuer à boire, d'abord ils sont plusieurs à boire, ils le font au vu et au su de tous, ils le font beaucoup plus facilement que nous dans les bars et les restaurants, et donc dans les lieux publics, et on ne dira jamais, ou très rarement, c'est un soulard. On dira, dites donc, un tel, qu'est-ce qui nous a encore fait rire, il a une sacrée descente. Et donc, on ne le jugera pas, on dira même de lui, c'est viril. C'est pas du tout la même chose pour la femme. La femme, on va la montrer du doigt, et elle va se sentir donc jugée sur le plan moral, et la conséquence immédiate, c'est qu'elle va se retirer du public et elle va continuer à boire en se cachant, le plus souvent, seule chez elle. C'est exactement mon histoire. Laurence, c'est très intéressant ce que vous dites, et en plus, j'ai plein de questions là-dessus.
Je pense que aussi le public qui nous écoute, vous avez plein de questions, donc n'hésitez pas, vous avez sur votre côté droit, vous avez le mur de questions, et comme ça, on va pouvoir aussi vous répondre. Alors, la première question que je poserai au public, c'est est-ce que vous êtes en télétravail ou travail à domicile actuellement ou en chômage partiel? Donc, n'hésitez pas à voter afin que l'on puisse aussi, parce que pour moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect boisson cachée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence. Les femmes boivent plus souvent de façon hermétique, contrairement aux hommes qui partagent souvent au bar ou avec d'autres collègues plus virils, d'autres hommes. Je pense il y a ce profil-là, on y reviendra plus tard. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a effectivement un profil d'alcoolisme au féminin, mais est-ce qu'il y a vraiment des différences chez les hommes, entre hommes et femmes, quand il s'agit de boissons ou pas? Je parle Oui, de l'excès de consommation. oui, 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 oui. Donc, on a vu que l'image était donc pas la même. Au niveau du type d'alcool consommé, c'est également différent. La femme va beaucoup plus boire des alcools dits légers, c'est-à-dire le vin, le champagne et le porto, c'est-à-dire en fait des alcools moins forts que les hommes prennent. Les hommes, c'est plutôt le pastis, le whisky, des alcools beaucoup plus forts. Tout ça parce que la femme fait un peu plus attention à son poids en général et qu'on a très vite compris que l'alcool est hyper calorique. Un verre d'alcool, vous additionnez des sucres. Moi, je sais que quand je consommais régulièrement de l'alcool, j'étais à, uniquement pour l'alcool, 3000, 4000 calories par jour, ce qui est énorme. Donc, on s'oriente sur des alcools moins forts, mais le problème est le même, parce qu'en fait, c'est une question de quantité, on en boit beaucoup plus. Bon. Donc, il y a quand même une différence au niveau des produits. Après, il y a donc ce mode de consommation, et là, je me répète, on va beaucoup plus le boire de façon cachée, que de façon visible. Après, il y a le profil de la personne qui boit. La femme, et ça a été démontré par les statistiques, une femme qui boit et qui boit dans l'excès ou dans l'abus, qui devient vraiment dépendante, est très souvent plutôt une femme intelligente, cultivée et qui a des belles responsabilités professionnelles. Alors que pour l'homme, c'est l'inverse. On est beaucoup plus dans des milieux plutôt précaires pour l'homme. La femme, c'est différent. Et donc, et ça m'est arrivé, puisque moi, je fais une belle carrière, je termine cadre supérieur chez Vinci. Mais vous imaginez la honte qui peut être la nôtre lorsque l'on a un poste de cadre supérieur, lorsque l'on est amené à montrer l'exemple auprès de nos collaborateurs, etc. Vous imaginez la honte lorsqu'on se rend compte que malgré tout, on est tombé dans cette maladie. Et donc, automatiquement, on se cache. Après, grande distinction, il y a les causes. Les causes de l'alcoolisme féminin sont souvent liées à la difficulté qu'une femme a à trouver sa place sur le plan professionnel dans un monde d'hommes. Et ça, je m'en réfère également à mon vécu. Lorsque j'ai commencé à gravir les échelons, finalement, mon alcoolisme, il est monté crescendo avec mes responsabilités professionnelles. Plus je gravissais les échelons, et j'avais une certaine ambition, donc je le faisais avec joie, parce que plus c'était intéressant, plus les dossiers à traiter étaient intéressants, plus je rencontrais des gens intéressants, mais plus j'étais angoissée et plus je me retrouvais qu'avec des hommes. Et je puis vous dire que quand vous êtes constamment dans des réunions, vous êtes la seule femme. Il n'y a que des hommes qui vous entourent. Vous devez tenir votre rang, vous devez être toujours impeccable physiquement, vous devez vous exprimer, mais vous êtes quand même assez régulièrement coupé. Parce que c'est comme ça, des hommes entre eux ne se rendent pas compte de la difficulté pour une femme de pouvoir s'exprimer et trouver sa place. Et donc tout ça génère des angoisses. Et je me souviens aussi que c'était des repas d'affaires. Donc moi, j'étais la seule femme, donc j'étais la préposée au compte-rendu. Et quand on avait des déjeuners
avec des très bons vins. Je puis vous dire que ce n'était pas des petites bouteilles de la piquette, c'était vraiment des très bons vins que nous servaient nos managers. Eh bien moi, j'étais constamment en train de faire le compte-rendu et de noter ce que les uns et les autres disaient, et finalement, je buvais mon verre de vin et je ne mangeais pas ce qu'il y avait dans mon assiette. Voilà. Donc cette difficulté pour la femme de trouver sa place et les angoisses que ça génère, et donc cette habitude que l'on prend parfois, on prend l'alcool pour pouvoir apaiser ses angoisses et tenir le choc. Et après, vous avez des causes qui sont simples, hein, vous l'avez évoqué au début de votre propos. Une femme doit, en plus de sa journée chez elle, eh bien, elle doit assumer les tâches ménagères qui sont faire les devoirs de ses enfants, qui sont de préparer le dîner du soir, etc. Et parfois, et très souvent, la femme est seule. Un foyer sur 5 aujourd'hui est monoparental. Donc la femme doit gérer également des angoisses seule. Eh bien, l'alcool est quand même très souvent pris à ce moment-là comme un psychotrope pour soulager le stress, pour assumer toutes ces tâches. Et ça n'est plus un verre, c'est 2 verres, voire c'est une bouteille. Et c'est comme ça aussi qu'on tombe dans la dépendance. Après, vous avez les causes qui sont beaucoup plus profondes. N'hésitez pas, Vin, à me couper et me poser des questions, parce que ou sinon je continue, hein, je vous laisse faire. Mais après, vous avez des causes beaucoup plus profondes et beaucoup plus intimes, mais qui aujourd'hui se révèlent comme étant des causes très communes chez les femmes alcooliques. Elles sont liées à l'intime. Très souvent, les femmes alcooliques ont fait l'objet de violences, des violences psychiques, du harcèlement, que ce soit au travail. Moi-même, j'ai très souvent connu le harcèlement moral au travail, et je sais que l'alcool me permettait de supporter cet harcèlement. Ça peut être du harcèlement au niveau du couple. Ces violences sont psychiques, mais elles peuvent être également physiques. Aujourd'hui, à cause du confinement, nous avons une recrudescence de violence conjugale, et l'alcool est très présent, alors que ce soit l'auteur qui violente la femme ou la femme qui boit pour supporter les coups. Et après, nous avons bien sûr les violences d'ordre sexuel, c'est-à-dire les viols, ou tout simplement l'inceste, qui est un viol intrafamilial. Voilà pour ces causes profondes on parlera peut-être après du parcours de soins, mais qu'il est indispensable de travailler si on veut se soigner durablement par rapport à la maladie alcoolique. Très bien, on y reviendra tout à l'heure, effectivement, dans la prise en charge et surtout dans le repérage que l'on souhaite précoce. Est-ce que me vient à l'esprit, quand je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez parlé de cet aspect un peu de recherche, de soutien, de calmant, un peu, vous avez utilisé l'alcool un peu comme un anxiolytique. Est-ce que c'est parce que c'est propre au milieu BTP qui est très macho, ou alors on trouve ce genre de souffrance entre guillemets des femmes, parce que de plus en plus, je pensais à l'Allemagne qui a imposé un quota de femmes dans les comités de direction ou dans les COMEX. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser, parce que de plus en plus de femmes accèdent à des postes de responsabilité? C'est vraiment un profil à risque pour les femmes à responsabilité, ou est-ce que c'est un profil, je veux dire, l'alcoolisme au féminin pourrait très bien toucher toutes les classes, toutes les catégories socio-professionnelles? Ah oui, ça de toutes les façons, l'alcoolisme peut toucher tout le monde. C'est pas une question de culture, d'intelligence, de couleur de peau ou de religion, hein. Et ça, c'est pareil pour l'homme comme pour la femme. Sauf qu'on a constaté qu'en ce qui concernait l'alcoolisme féminin, c'était plutôt des femmes qui ont mon parcours. Et aujourd'hui, puisque je suis devenue experte, je coach
des femmes qui ont un problème avec l'alcool, où j'anime des groupes de parole. Et ce sont des femmes diplômées, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont parfois des avocates, des médecins, des cadres supérieurs, des journalistes. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui même 2 journalistes, femmes, qui viennent de sortir 2 livres qui font grand bruit. L'une explique la zone grise de l'alcool, c'est-à-dire elle explique bien qu'elle était dans les excès et pas encore tout à fait dans la dépendance. Quant à l'autre, elle explique bien qu'elle est devenue alcoolique. Donc, alors ça touche, on va dire, tous les milieux. Ça n'est aujourd'hui plus propre au secteur du BTP. Moi, mon histoire, elle a 10 ans déjà. C'était en 2009 où j'étais alcoolique. Depuis 2014, je passe mon temps dans les médias à raconter mon histoire. Donc, les langues se délient et les gens commencent à visage découvert à parler de leurs problèmes, et notamment les journalistes. Et beaucoup de journalistes me posent la question, mais à partir de quand vous êtes senti alcoolique? Et dans leurs yeux, je vois bien que pour certaines d'entre elles, elles s'interrogent sur leur propre consommation. Donc vous avez le monde des médias qui est également impacté par cette maladie, et puis vous avez le monde, vous avez le secteur industriel. Moi je pense qu'aujourd'hui tous les secteurs sont concernés par cette problématique alcool. Ça n'est plus que le BTP, la restauration ou le monde du spectacle. Laurence, pour rebondir sur ce que vous avez dit, est-ce que on voit les campagnes de prévention sur l'alcool et autres produits? Et on a l'impression, enfin moi, en tant que professionnel de santé, j'ai l'impression que on traite de la même façon l'alcool sans tenir compte de l'aspect physiologique des femmes versus des hommes. Est-ce que on peut comment expliquer que les femmes sont plus à risque que les hommes vis-à-vis de ce beau produit? Est-ce qu'il y a une question d'enzyme? Est-ce qu'il y a une question de poids? Est-ce qu'il y a une question de masse graisseuse versus masse maigre ou pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est une question de métabolisme. Et vous qui êtes médecin, vous êtes certainement plus compétent que moi, mais je vais répondre et vous compléterez. À quantité égale d'alcool, la femme et l'homme, on n'est pas égaux. C'est une question de poids. On va prendre la même quantité, et d'ailleurs aujourd'hui les repères sont les mêmes quel que soit le sexe, on les rappellera après les repères, mais à même quantité, on n'est pas égal. Moi j'ai un poids beaucoup plus léger que vous, par exemple, Vin. J'ai, si j'ai bien compris, plus de graisse et moins d'eau dans mon corps, et donc l'alcool va passer plus facilement, plus rapidement dans mon sang. Et en plus, j'ai des enzymes qui vont moins bien le gérer. Voilà. Donc cet alcool va faire monter mon taux d'alcoolémie beaucoup plus rapidement que chez l'homme et va avoir des impacts négatifs beaucoup plus importants que chez l'homme. Donc on n'est pas sur un terrain d'égalité. Or, et c'est assez surprenant, les repères de consommation sont les mêmes quel que soit le sexe. Et on les rappelle parce qu'ils sont importants, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Voilà. Et à ce propos, Laurence, je m'excuse et je vous coupe. Je m'adresse au public. Vous avez tout à fait le choix de répondre au sondage que je vous ai posé. Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la quantité qui vous convient. Voilà. Et moi, je rajoute tout de suite, le verre standard, c'est 10 grammes d'alcool pur, d'accord, c'est-à-dire, je vous montre le gobelet, 10 grammes pastis, c'est ça. C'est pas énorme. Voilà. C'est pas les 30 grammes d'alcool pur qu'on a parfois tendance à se verser chez soi. La dose standard, c'est la dose qui est versée dans les bars et les restaurants. Et au-delà de l'aspect physiologique, Laurence, il me semble qu'il y a l'alcool, comme l'ensemble des produits, des substances psychoactives, il me semble que ça agit aussi sur ce qu'on appelle la partie cérébrale de récompense. Exactement, c'est tout le circuit de récompense et c'est toute la problématique du produit alcool. Moi, je dis souvent, l'alcool, finalement, il est bipolaire.
hein. Et à cet alcool plaisir, hein, et il faut rester dans cette zone d'alcool plaisir. Vous prenez un verre d'alcool, il va vous donner du plaisir. Un plaisir, à commencer, gustatif. Un plaisir, pourquoi pas, olfactif. Un plaisir cérébral, parce qu'il va animer le circuit de récompense. Il va dégager, il va accélérer l'hormone de plaisir, qui est la dopamine, et ça va vous rendre un peu, vous allez être désinhibé, vous allez parler beaucoup plus facilement, vous allez être beaucoup plus relaxé, etc. Ça, c'est la zone à l'aise. Ça, c'est la zone plaisir de l'alcool. Et ce qu'il faut, c'est toujours rester dans cette zone plaisir et ne jamais basculer dans la zone danger, la zone grise, la zone des excès. Et la zone des excès, c'est lorsqu'on dépasse les 2 verres par jour et pas tous les jours. Et cette zone des excès vous met en danger. Moi, quand j'étais alcoolisée, quand j'avais parfois 5 ou 6 verres, eh bien, je ne savais plus trop où j'étais, perdue dans les rues de Paris, j'aurais pu me faire agresser, on aurait pu me voler mon sac, j'aurais pu me faire violer, etc. Donc, on se met en danger. Et lorsqu'on est complètement dans la dépendance, moi, quand je définis, quand on me pose la question, c'est quoi la dépendance? Ben, la dépendance, c'est être drogué à l'alcool. C'est-à-dire, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, Vin. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire, il est 11h et quelques, si j'étais encore alcoolique, j'aurais mes mains qui tremblent, je bafouillerais, je ne serais peut-être plus visible, montrable. Lorsque l'on est dans cet état, lorsque l'on est drogué à l'alcool, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est l'alcool. On est obsédé par le produit alcool. Alors voilà, restons dans cette zone plaisir, ne franchissons jamais cette ligne qui risque de vous faire basculer dans la drogue alcool. Alors, en plus de mémoire, je crois que vous, mesdames, vous avez la dopamine qui est un peu modulée par vos hormones, si je me trompe. Oui, il paraît-il, effectivement. On a des hormones qui font que eh bien, ça vient altérer l'effet alcool sur le cerveau et bah, on est vite dans l'excès. Voilà ce que j'ai compris par rapport à nos enzymes d'œstrogène. Il y a même, je crois qu'il y a des publications qui prévoient que au moment de vos cycles, vous pourriez, grâce ou à cause des oestrogènes libérés par vos hormones, enfin libérés par vos ovaires, ça pourrait accentuer ou diminuer largement la part de dopamine dans le cerveau. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui consomme de façon chronique le produit, l'alcool, vous pourriez avoir une augmentation de besoin de consommer de l'alcool pour arriver au même niveau de satisfaction. Oui, il y a des articles qui sont sortis sur le sujet et je rebondis sur les derniers mots. Pour arriver au dernier niveau de satisfaction, à ce niveau de satisfaction. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accoutumance. Revenons à cette zone plaisir. Je prends un verre d'alcool et je ressens du plaisir. Bon. Pour une raison X, parce que je ne suis pas bien aujourd'hui, je vais passer tout de suite à 2 verres d'alcool, et puis après à 3 verres. Et en fait, va s'installer en moi ce phénomène d'accoutumance, c'est-à-dire que je vais insidieusement augmenter la quantité d'alcool pour retrouver le plaisir qui était le mien à l'époque. Et c'est comme ça qu'on bascule sur 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Et après, il y a tout le métabolisme féminin qui est différent du vôtre. Donc ce phénomène d'accoutumance, il est important de bien le comprendre, il est redoutable parce qu'il s'installe en vous de manière silencieuse, que vous soyez un homme ou une femme, et bien entendu, moi, à l'époque, je ne le connaissais pas, ce phénomène. Laurence, on va peut-être passer sur les signes avant-coureurs de repérage précoce chez une femme qui consomme et surtout quel type de prise en charge vous pourriez préconiser. Mais juste avant, je vous restitue donc le résultat de votre sondage. À la question combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire?
eh bien, on est, bravo, vous êtes dans la moyenne, vous êtes entre 1 et 2 verres à 88%, et puis le reste, minoritairement, vous êtes au-delà de 3 et 4. Eh ben, écoutez, Vin, d'abord, merci pour les personnes qui ont eu la gentillesse de nous répondre avec toute transparence. Ce résultat ne m'étonne pas du tout. Vous savez, les gens sont bien plus responsables qu'on le pense. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de la maladie alcoolique, hein. Mais en France, vous avez ces deux catégories. Vous avez ce que l'on appelle la frange des gros buveurs. Elle fait 10%. 10% des Français boivent 58% de la quantité totale d'alcool. OK ? Ça, c'est la frange des gros buveurs, qui, eux, sont bien au-delà de la norme des 2 verres par jour. Restent les 90 autres pourcents qui n'ont pas de problème particulier avec l'alcool et qui sont donc représentés par nos 98% du sondage. Et c'était à ces gens-là que je m'adresse surtout aujourd'hui, c'est de leur dire, restez bien dans cette zone alcool-plaisir et en deçà des normes de consommation à moindre risque. Parfait. Une question encore. Avez-vous eu déjà besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme? Donc, allez-y, vous pouvez répondre. Laurence, quels seraient les signes avant-coureurs ou signaux d'alerte chez une femme qui consomme? Alors, le premier signe, c'est quand on, et ça m'est arrivé en fait, quand on commence à ouvrir une bouteille pour soi, toute seule. Je peux vous dire, je sais exactement dans quel lieu je l'ai fait, à quelle époque, et c'était le soir vers 19h. Je prends une bouteille, je l'ouvre. J'étais très, très mal. À partir de là, c'est un signe. Je rappelle, l'alcool, c'est avant tout un produit de convivialité. L'alcool, il doit se partager. L'alcool, il doit également s'agrémenter avec un plat. Donc, si vous commencez, si vous vous observez, si vous constatez que depuis un petit moment, vous buvez seul de l'alcool, c'est un signe qui doit alerter. Après, ce sont les habitudes. Si à chaque fois, vous arrivez chez vous, vous êtes éreinté de votre journée de travail, vous n'en pouvez plus de cette charge professionnelle, mais surtout familiale. Et vous commencez, pour préparer le repas du soir, à prendre votre verre, votre deuxième verre, etc., ça, ce sont des signes. Si après, vous n'allez plus chez quelqu'un parce que vous savez qu'il n'y aura pas d'alcool, ça, c'est un signe. Si vous allez chez quelqu'un, parce que vous êtes invité un samedi soir, mais que vous ne pouvez y aller qu'en ayant déjà consommé de l'alcool, ça c'est évident que c'est un signe. Voyez ? Mais c'est un signe, quand vous dites c'est un signe de phénomène d'accoutumance ou c'est un signe de... C'est un signe, c'est pas forcément que vous êtes alcoolique. Faut pas faire de catastrophisme. Quand je dis alcoolique, ça veut dire que vous êtes malade, vous êtes dans la maladie, et là, après, il y a un parcours de soins, on y viendra après. Non. C'est un signe que vous avez peut-être un problème avec l'alcool. Que vous avez quitté cette zone plaisir et que vous êtes dans la zone grise à risque. Et c'est un signe qu'il faut en parler. Et qu'il ne faut pas rester seul avec ce problème. C'est l'erreur que j'ai commise. À 36 ans, quand j'avais ce problème et que j'étais devenue alcoolique, je suis quand même restée jusqu'à 48 ans à ne pas en parler à quelqu'un. Enfin, j'ai tenté d'en parler notamment à des médecins, mais ils n'ont pas été à l'écoute. Je suis restée seule avec mon problème. Quel a été votre déclic dans ce cas-là, Laurence, pour dire que vous avez besoin de soins, vous avez besoin d'aide? Mon déclic, il est épouvantable et je l'évoque à chaque fois qu'on me pose la question, même s'il n'est pas agréable à évoquer. Le 24 janvier 2009, c'est-à-dire dans quelques jours, il y a 11 années, je m'effondre ivre-morte à la cérémonie des vœux chez Vinci, devant 650 cadres supérieurs, grand groupe mondial dans lequel j'étais directeur des risques. Donc c'est ce qu'on appelle le déclic. Je touche le fond, je le touche au sens propre et au sens figuré. Je n'en pouvais plus.
et je perds tout en une fraction de seconde. Je perds mon poste, je perds ma dignité de femme. Je vais perdre les quelques amis que j'avais. Faut-il, je vous pose la question, Vin, et à vous tous, faut-il attendre de toucher le fond pour réagir quand on a un problème de mésusage d'alcool? Et Voilà. jusqu'à ce moment-là, personne de votre entourage ne vous a fait des remarques? Alors si, mais pas énormément, parce que mon entourage était aussi bon consommateur d'alcool. Vous savez, un alcoolique n'aime pas boire seul. Donc on s'arrange toujours pour avoir des copains et des copines buveurs, buveuses. Et mon entourage, j'ai compris ça après, il est parfois agréable d'avoir à ses côtés quelqu'un qui picole plus que vous. Et c'est valable dans le monde professionnel. Moi, j'ai compris que certains m'invitaient, je leur demandais non, je ne veux pas y aller parce que… Et on me disait, mais si, viens Laurence, allez, on fera attention, t'inquiète pas, on te reconduira, etc. C'est pas bien du tout, mais c'est simplement que on se dédouane parce qu'il y a quelqu'un qui boit un peu plus que vous. Donc, j'ai eu très peu de personnes de mon entourage qui m'ont alerté. Et par contre, j'ai tenté d'en parler de temps en temps, quand j'avais l'occasion de le faire, à mon médecin du travail et à mon médecin traitant. Et malheureusement, ils ont très souvent balayé le problème de la main. En plus, c'est extrêmement compliqué parce que c'est déjà difficile pour nous d'en parler. Je n'étais plus dans le déni. Vous avez bien compris, depuis 36 ans, je suis consciente de mon problème d'alcool. Parce que j'avais lu un livre témoignage écrit par un de vos confrères, le docteur Olivier Amazin, qui avait écrit le livre, je crois que c'était Le dernier verre pour la route ou un truc comme ça. Et il relate son témoignage et moi, ça me déculpabilise parce que c'est un médecin de renom, cardiologue, qui raconte qu'il est dans la problématique alcool. Du coup, je lis ça et par la description de son alcoolisme, automatiquement, je me rends compte que je suis dans le problème. Donc, à 36 ans, je le suis. Et à partir de là, j'essaie d'en parler à mon médecin traitant. Et un alcoolique ne dit jamais la vérité sur sa consommation réelle. On dit toujours je bois 3-4 verres, alors qu'on n'en est plus à 3-4 verres, on en est à 2-3 bouteilles de vin. Et là, malheureusement, le médecin me dit écoute, Laurence, il me tutoyait, écoute, Laurence, c'est pas grave, d'ailleurs, ça se voit pas sur ton visage. Donc, malheureusement, le médecin n'a pas été à l'écoute de ma détresse, parce que j'étais dans une détresse. Et ça a été la même situation avec mon médecin du travail, qui était peut-être insuffisamment formé, j'en sais rien. Mais donc, vous voyez, j'ai ma part de responsabilité dans mon alcoolisme, mais il n'empêche que mon entourage proche ou professionnel n'a pas été là non plus pour essayer de m'aider. Et on verra d'ailleurs à la deuxième partie de l'émission quelles sont les actions préventives que l'on peut mettre en place pour éviter ce genre de situation. Parfait. Et je recommande à nos 20% à qui leur entourage leur a fait des remarques au sujet de leur consommation d'alcool. C'est une chance, comme le dirait Laurence. Il faut absolument, dans ce cas-là, ne pas passer à côté et vous prendre en main pour aller consulter, rencontrer quelqu'un pour vous faire aider. Alors, Laurence, quelles sont les possibilités de prise en charge, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance? Parce que Pierre nous a posé la question. Il aurait une bonne amie en difficulté avec ce bon produit. Il ne voit pas comment l'aider à distance. Comment pourrait-il lui faire comprendre qu'il serait temps qu'elle se fasse accompagner? Alors, c'est une très bonne question et il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Même en cette période si compliquée de la Covid, où on est confiné chez nous, et d'ailleurs, le confinement est un problème pour certains et certaines d'entre nous, puisque si on avait un problème d'alcool, on ne peut plus le cacher, on est chez nous et parfois son propre entourage proche constate le problème d'alcool que l'on gérait plutôt dans le monde professionnel avec ses collègues. Donc cette période est extrêmement particulière et on n'a pas tous la même attitude. Par contre, il existe des moyens pour s'en sortir. Les parcours de soins
sont la première phase, c'est le sevrage. Le sevrage, ça veut dire on vous prive du produit alcool. Alors, c'est violent à entendre. Moi, lorsque le médecin m'a dit Madame, votre cas n'est pas désespéré, mais la seule solution, c'est plus d'alcool. Alors là, c'est la claque que vous recevez au visage. Et heureusement, depuis, les médecins ne vous parlent plus comme ça. Hein. On y va un peu plus posément et on apprend, dans un premier temps, à diminuer les consommations d'alcool jusqu'à ce que la personne alcoolique se rende compte que finalement, elle n'arrive pas à les diminuer et la meilleure solution, c'est l'abstinence. C'est ce que j'ai fait. Alors, donc, c'est le sevrage doucement de ce produit alcool. Après, je dirais que ce n'est pas le plus difficile finalement, parce qu'on est tellement heureux quand on redécouvre cette abstinence et les bienfaits de l'abstinence. On les ressent tellement, tellement rapidement au niveau du corps. Et pour la femme, c'est tellement chouette de pouvoir de nouveau se regarder dans un miroir, de voir que sa peau est beaucoup plus claire, que ses yeux sont moins gonflés, moins rouges, que le corps arrête de trembler, que les cheveux recommencent à être… D'abord, on fait beaucoup plus attention à son aspect extérieur. Oui, mais si elle devenait moins rigolote. Vous savez, à la fin, quand on a le vrai problème de l'alcool, on est loin d'être rigolote. On n'est plus rigolote. On n'est plus invité. On est montré du doigt comme étant une alcoolique et on est plutôt chez nous et on n'est plus sur cette connotation rigolote, alcool-plaisir, Vin. On est dans une douleur, on est dans une détresse épouvantable et très souvent, on veut mourir. Une personne alcoolique frôle très souvent la mort. Il y a énormément de suicides dus à l'alcool. Rappelons que l'alcool tue 41 000 personnes en France par an, 30 000 hommes et 11 000 femmes. D'accord ? Donc, cette abstinence, ces jours d'abstinence qui s'additionnent très vite, on le ressent donc sur son aspect extérieur, on le ressent sur son énergie, on le ressent sur le sommeil, on est surtout tellement fiers, on avait tellement plus confiance en nous, et voilà qu'on arrive jour après jour à être abstinente. Mais le problème, c'est qu'il faut tenir dans la longueur. Il faut rester abstinente à vie. C'est la meilleure solution. Or, l'alcool nous fait très souvent rechuter parce qu'il est partout. Je vais vous quitter là dans une petite heure. Je vais reprendre l'autoroute. Qu'est-ce que je vais voir? Enfin, la nationale. Qu'est-ce que je vais voir? Des belles affiches avec une bouteille de whisky qui me tend les bras. Et ce sera toujours comme ça. Parce que l'alcool, 90% des gens n'ont pas de problème avec l'alcool. Donc, il faut gérer ça. Et là, c'est la deuxième phase du parcours de soins, qui est la phase la plus compliquée, la plus douloureuse. C'est la phase d'introspection de soi-même, c'est travailler la question « Pourquoi je bois ?» Quelle est la cause ou quelles sont les causes qui font que j'ai pris l'alcool comme un anxiolytique, comme un antidépresseur. Et là, très souvent, il faut se faire aider. Moi, je l'ai fait. J'ai fait une psychothérapie qui a duré 18 mois avec un médecin psychiatre addictologue et j'ai réussi à trouver les réponses enfouies en moi sur les causes de mon alcoolisme. Ce sont des causes intimes. Je les ai acceptées aujourd'hui et c'est tellement beau que je suis celle que vous voyez aujourd'hui à l'écran. C'est-à-dire que je suis sur une abstinence durable et j'ai trouvé ça d'ailleurs tellement passionnant et c'est la troisième phase du parcours de soins que j'ai redonné du sens à ma vie. J'ai quitté ma région, j'ai quitté mes amis alcooliques, j'ai quitté mon conjoint, j'ai déménagé et j'étais avocate à l'époque, j'ai arrêté mon métier, j'ai arrêté l'avocature et je suis repartie sur les bancs de l'école pour passer 2 diplômes universitaires, un en addictologie, un autre en éducation thérapeutique. Et je suis devenue patient experte. Et je pense que tout ce que je fais aujourd'hui est thérapeutique par rapport à cette abstinence durable. Parfois, on me dit… Pardon ? Laurence, il faudrait que la personne construise
se reconstruisent et reconstruisent son projet de vie. Exactement. C'est l'aboutissement de parcours de soins. Donc, c'est d'abord le sevrage, après répondre à cette question douloureuse, pourquoi je bois, et c'est la phase la plus cruelle, je dirais, parce que c'est souvent des causes lourdes. Et après, c'est la reconstruction. Mais tout ça peut se faire, on est aidé par des soignants qui sont spécialisés en addictologie, on est aidé par des témoignages comme les miens et d'autres, on est aidé par des associations d'anciens buveurs et on peut y arriver. Deux questions, Laurence. Comment on sait tous, vous et moi, et aussi nos professionnels de santé dans la salle, nous savons tous que le déni, et c'est quelque chose de très très fort, de très très chronique chez un buveur ou chez une buveuse d'ailleurs. Comment on pourrait arriver à franchir, à faire interpeller cette personne-là? Et je vois bien, il y a le phénomène janvier sobre que vous avez instauré depuis quelque temps. Il faut absolument qu'on en parle parce que le temps passe. Comment on pourrait casser la barrière du déni? Comment on pourrait avancer avec ça? Alors, le déni, c'est donc je nie la réalité de mon problème d'alcool. Comment casser ça? Eh bien, j'accompagne beaucoup de gens actuellement, hein, je coach. Ce qui marche énormément, c'est le témoignage. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte son histoire avec l'alcool et la personne qui a ce problème écoute. Et là, très souvent, le déclic se produit. C'est-à-dire qu'elle écoute l'histoire qui est souvent très douloureuse parce qu'on a tout perdu. On le raconte et c'est le vécu, donc rien de tel qu'un témoignage. Et ça percute. Et ça va déculpabiliser la personne qui est, vous savez, Vine, vous parlez du déni, mais très souvent, la personne n'est plus dans le déni. Elle est simplement dans la honte d'en parler. On est tellement trop sur le plan de la morale et pas assez sur le plan médical. Moi, ce qui a marché avec moi, puisque j'étais plus dans le déni, mais ce qui a marché, c'est les mots du médecin qui m'a pris en soin et qui m'a dit « Madame, ça n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable, vous êtes tout simplement malade, votre cas n'est pas désespéré, je peux vous aider. » Et là, je me suis sentie plus dans le jugement, je me suis sentie comme un malade, comme n'importe quel autre malade, et enfin, on allait m'aider. Et quand je raconte ça, je le fais souvent dans les médias, les personnes, et notamment les personnes qui sont tombées dans la dépendance, peuvent réagir positivement et enclencher un parcours de soins en nous appelant. Il y a énormément d'outils qui sont mis en place, il y a des groupes de parole qui se tiennent en visioconférence. Moi, j'en tiens toutes les semaines et le déclic se fait. Donc, on peut avoir des résultats assez extraordinaires. Je dirais même que cette période de digital, de visioconférence, parce qu'on n'a pas le choix, et que nous mettons en place, finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent sous couvert d'anonymat, qui ne mettent pas forcément leur caméra, et ça n'a aucune importance, et qui viennent, qui écoutent, et le déclic peut se produire. Autrement dit, il faut marquer à la culotte la personne. Il ne faut surtout pas lâcher la personne qui est à risque. Non, et puis il faut lui parler, vous avez bien compris. Là, moi, je parle avec mes tripes aujourd'hui parce que j'ai vécu cet enfer de la maladie et parce que j'ai rappelé le taux de mortalité qui est énorme. Hein. Il faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas une question de volonté. Moi, j'ai tout fait pour essayer d'arrêter l'alcool. J'y suis pas arrivée. C'est une maladie. Une personne qui boit trop, c'est avant tout une personne qui est en détresse, qui a des raisons de trop boire. C'est une stratégie que la personne a mis en place pour essayer de supporter parfois l'insupportable. Donc il faut lui parler avec le cœur, il faut lui tendre la main, il faut lui donner au moins une chance, et notamment dans le monde professionnel, de l'aider. Il nous reste quelques minutes pour parler de Janvier sobre, Laurence, parce que je sais que vous êtes très, très engagée dans ce mouvement depuis quelques années, 2 ou 3 ans, je crois. C'est quoi le Janvier sobre? C'est quoi? C'est une forme d'injonction? C'est une forme de quoi? Alors, ce n'est pas du tout une injonction. Janvier sobre, c'est un concept qui a été créé le 4 janvier 2019
sur les réseaux. Nous avons en France adapté le concept anglais, qui est le janvier sec. Alors, je ne le prononce pas à l'anglaise parce que mon accent est épouvantable. Mais en Angleterre, depuis 2013, ils ont mis en place le janvier sec, le dry January. Et nous, c'est-à-dire quelques alcooliques et quelques personnes qui étaient dans l'excès, nous avons réfléchi et nous avons adapté pour la France, et c'est le janvier sobre. Le mois de janvier, parce que c'est le mois des bonnes résolutions, et c'est valable pour tout le monde, et sobre est un adjectif qui veut dire boire peu de boissons alcoolisées. Donc, nous invitons tous les Français qui le souhaitent à s'interroger sur leur relation à l'alcool et à se tester en se fixant leurs propres défis et en restant sobre. La sobriété, ça peut être 0 alcool pendant un mois, mais ça peut être aussi 0 alcool pendant la semaine et par contre, le samedi et le dimanche, je vais rester dans cet alcool plaisir et consommer un verre, en tout cas pas plus de 2 pour le samedi et pourquoi pas le dimanche. Donc, on n'est pas dans l'injonction, on est dans la proposition. Fixez-vous votre propre défi par rapport à l'alcool, voyez si tout est normal, si vous restez bien dans cette zone plaisir et si vous n'êtes pas un peu dans la zone à risque, et si vous pensez que vous l'êtes, eh bien, venez sur notre site www.janviersob.fr, téléchargez tous les outils qui vous aideront à rester ou à revenir sur cette zone plaisir. Et si par contre votre problème est un petit peu plus sérieux avec l'alcool, eh bien, nous allons vous orienter vers des soignants ou vers des associations qui pourront vous aider. Donc, vous voyez, Evelyne, on n'est pas du tout dans l'injonction, on n'est pas dans l'interdit, on n'est que dans la pédagogie et on prône une consommation responsable d'alcool. J'ai vu que vous avez passé beaucoup de messages sur les médias, dans les médias, que ce soit à l'antenne de télé ou que ce soit à la radio. Quel résultat pour l'instant, quel bilan d'étape actuellement, puisqu'on vient juste de commencer le mois? Alors justement, on n'est que J+13. Et il faut reconnaître que cette année, on a vraiment démarré, c'est exponentiel aujourd'hui, pour la 3e édition. Je pense que c'est dû à cette liberté qui est laissée à chacun. Et pour donner quelques chiffres par rapport au téléchargement de l'outil d'accompagnement, puisque nous avons mis en place tous ces outils, vous y allez, vous cliquez, vous téléchargez, on est à 30 000 téléchargements de ces outils, ce qui est assez énorme parce qu'on n'est qu'au 13e jour. Je m'explique de nouveau parce que on est dans une période aussi particulière de confinement, donc les gens sont chez eux. Pour certains, c'est parfait parce qu'ils ont beaucoup moins l'occasion de boire de l'alcool. Les bars et les restaurants sont fermés, les after-work n'ont plus lieu. Les quelques apéros Skype au départ ont bien fonctionné, mais j'en vois beaucoup moins. Donc pour beaucoup de personnes, c'est très bien. Ils ont diminué leur consommation d'alcool. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. L'isolement, la solitude, ou parce qu'ils avaient déjà un problème avec l'alcool. Donc cette solitude, cet isolement va plutôt leur faire augmenter leur consommation. Donc ils viennent télécharger des outils et on peut les aider à rester dans une consommation à moindre risque. Et donc le succès est bien au rendez-vous aujourd'hui. Je suis encore demain sur une radio nationale et vendredi également, donc on voit que les médias jouent le jeu. Vous avez fait une petite allusion tout à l'heure entre les produits tabac-alcool. Je pense qu'il ne faut pas les gérer de la même manière. Le tabac tue, c'est clair. C'est marqué sur les paquets avec des images horribles. Il ne faut surtout pas commencer et tout faire pour arrêter. Et quand même, il reste un Français sur 4 qui fume. L'alcool, c'est très différent. Parce que nous avons un alcool plaisir, je l'ai suffisamment expliqué, et nous avons un alcool à risque. Donc, il faut communiquer en ayant le bon concept qui puisse être entendable par tout le monde et qui soit également dans le respect
des producteurs d'alcool. Ils sont des milliers en France. Et moi, je vis dans la Drôme. Je suis entourée de petites exploitations de viticulteurs. Je vais leur parler. Ils respectent mon langage sur la maladie alcoolique, comme moi, je respecte leur métier. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à communiquer dans le respect de tout le monde. Et je pense que le janvier sobre est un bon concept qui se situe dans ce respect. Donc, si à bien vous entendre, Laurence, le défi, le challenge de janvier sobre, on pourrait le répéter à souhait dans l'année. Et c'est aussi un des moyens de sensibilisation et de dépistage de notre comportement alcoolique. Exactement. On amène toute personne, et notamment les entreprises. Nous avons beaucoup d'entreprises, je tairai les noms, mais ce sont des grands groupes qui ont téléchargé d'accompagnement et qui font une communication interne dans leur entreprise pour inciter les salariés à se poser la question de leur relation à l'alcool et à se lancer dans le janvier sobre. Mais quand on réfléchit bien, bien sûr que cette sobriété, après, elle va continuer. Elle va continuer sur le mois de février, elle va continuer sur l'année sobre et pourquoi pas avoir une vie sobre. C'est toujours rester dans cet alcool plaisir et ne jamais basculer dans l'alcool à risque. Donc, c'est vraiment, et là, c'est la plus belle transition que je vais faire. Ça fait partie des panels d'outils et de suggestions innovantes pour l'année 2021, pour la sensibilisation et puis, bien sûr, le dépistage. Merci Laurence. Ne partez pas, restez avec nous. Jean-Jacques, on accueille Jean-Jacques Cadeau qui va nous compléter en termes de solutions innovantes pour le dépistage. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Vin. Merci beaucoup. Alors, merci Laurence pour cette intervention. Bienvenue Jean-Jacques. Est-ce que tu peux nous présenter, te présenter toi et puis nous présenter ITILO? Eh bien, enchanté. Rebonjour à tous. Écoutez, je suis le fondateur d'ITILO. ITILO, c'est quoi? C'est à la base un éthylotest connecté avec lequel on a développé tout un ensemble de solutions autour de la prévention des risques liés à l'alcool dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, notre métier, nous, c'est d'accompagner les entreprises au pilotage de leurs risques, particulièrement sur la question du dépistage. On va y venir après, principalement sous deux formes. Soit s'ils font des dépistages en interne avec ces solutions-là, soit nous réalisons pour eux des dépistages via en fait notre réseau d'infirmiers présents sur toute la France, avec lequel en fait voilà on intervient de manière ponctuelle absolument partout. Je crois que tu peux nous. Est-ce que tu pourrais nous passer de mémoire? Je me rappelle d'une vidéo de présentation de l'application et du produit. Tout à fait. Je vous envoie ça tout de suite. Hop. Elle est très courte. C'est simplement pour vous présenter la solution que vous puissiez bien avoir cela en tête. ITILO est une solution de santé connectée et de prévention qui apporte un pilotage global sur vos risques alcool et stupéfiants. Le processus se passe en deux étapes. Nous collectons les données issues des dépistages. Nous analysons les données obtenues et nous apportons un suivi sur ces différents enjeux. Chaque dépistage est individuel et à l'abri des regards, pour maintenir une parfaite confidentialité. Voici comment ITILO fonctionne. Le responsable du test remplit un formulaire d'identification. En cas de test nominatif, le collaborateur à dépister remplit son nom et son prénom. Il donne son accord, puis utilise notre éthylotest homologué NF. Le collaborateur vérifie le résultat et signe. Son dépistage est immédiatement synchronisé sur nos serveurs. En cas de test positif, une alerte peut être envoyée immédiatement à un responsable. Le collaborateur passe à présent au test de stupéfiants. En cas de résultat positif, le responsable du test indique quelle substance a été détectée. L'application lui rappelle alors la procédure à suivre. Cette synchronisation des résultats permet d'apporter une traçabilité entière de chaque dépistage. Une fois la campagne de test réalisée, nous agrégeons les résultats obtenus afin de vous produire un reporting adapté selon vos exigences. Notre solution est entièrement éditable et sur mesure selon vos besoins. ITILO, des solutions connectées pour un pilotage global de vos risques.
Jean-Jacques, si j'ai bien compris, c'est un module connecté. Tout à Donc, il fait. faudrait que ce soit adossé à un smartphone, à un PC portable. À quoi Alors, on pourrait le coupler? l'appli, donc en fait, voilà, c'est un éthylotest qui est connecté avec une application sur smartphone, si vous le voyez bien, clac, qui est disponible sur iPhone, sur Android, avec lequel en fait on réalise des dépistages et on vient s'adapter en fait aux procédures des entreprises. Voilà, en fait, on est parti d'un constat très simple, c'est que 15 à 20% des accidents du travail, même si les accidents sont souvent polyfactoriels, dans 15 à 20% des accidents du travail rentrent en ligne de compte alcool et ou stupéfiants. Et donc, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur cet aspect-là. Tu parlais tout à l'heure, Vin, du milieu professionnel comme un milieu dans lequel ces actions de prévention, la prévention doivent être mises au cœur. Nous, on a voilà, pris on est parti de ce constat-là pour vraiment prendre cet axe-là et travailler dans le milieu professionnel. Comment ça se passe en entreprise? Parce que apparemment, c'est destiné au dépistage et à la prévention en entreprise, Tout à fait. notamment des grosses entreprises, des grandes entreprises de transport et puis de risques particuliers. Oui, pas que en fait. Laurence parlait tout à l'heure d'une problématique qui était assez transversale, qui ne touchait pas que le milieu du BTP. Elle a tout à fait raison. Aujourd'hui, on travaille en fait avec toutes les entreprises qui ont des postes à risque. Et en fait, tout l'intérêt du dépistage, si je puis dire, et c'est pour faire vraiment le lien avec ce qui a été dit précédemment. Vous parliez de déni, de zone grise. Et en fait, tout l'intérêt du dépistage, quand il est bien mis en place et bien pris en compte dans les entreprises, pas seulement dans un but de sanction, les entreprises avec qui on travaille n'ont pas du tout cette volonté-là. Elles ont l'objectif, voilà, il est de limiter des risques liés à un état altéré à un instant T sur des postes à risque. Et derrière, d'essayer de proposer des accompagnements ou des suivis avec la médecine du travail, avec le médecin, mais d'essayer d'avoir un suivi comme ça des personnes. Et tout l'intérêt du dépistage, et on le voit nous quand on réalise nos dépistages, c'est que ça permet de mettre le doigt finalement sur une situation à un instant T. Et ça permet d'essayer, d'aborder et de commencer. Et c'est tout l'intérêt, nous, quand on réalise des dépistages avec des professionnels de santé, de mettre le doigt sur une situation, d'essayer d'évoquer des consommations avec une personne, d'essayer de transmettre des messages de prévention pour demander aux gens de réduire leur consommation en fonction et éventuellement alerter si effectivement on trouve qu'on est au-delà d'une consommation excessive et dans des situations de dépendance. Et je prendrai un dernier chiffre en fait qui est assez intéressant. Depuis qu'on a lancé notre solution donc en 2015, on a réalisé près de 200 000 dépistages. Et en fait, on a remarqué que 85% des personnes qu'on a dépistées positives à un instant T, lorsqu'on les redépiste, elles sont systématiquement négatives. Et on a même des personnes qui vraiment, on a eu pas mal de remarques comme ça, des personnes qui reviennent voir, en particulier l'infirmier qui avait réalisé le dépistage quand il vient voir et qui est fier de pouvoir montrer que là, il a changé ses habitudes de consommation. Durant son temps de travail, il s'est mis à une sobriété. Et en fait, on voit des comportements, on a des personnes qui nous disent j'ai arrêté l'alcool, je me suis mis au sport. Et en fait, c'est tout l'intérêt du dépistage, c'est que ça permet de mettre le doigt sur une situation. Alors, ça ne réglera pas tous les problèmes. Il y a des personnes qui resteront probablement dans un déni, mais on voit que, et c'est en ce sens-là que c'est vraiment, à mon sens, une véritable action de prévention, c'est qu'on essaie de limiter les risques, essayer de limiter la maladie alcool qui pourrait continuer à se développer. Parce que ça peut faire peur aux gens aussi d'être positif à un moment donné dans leur milieu professionnel. Et c'est des choses qui peuvent créer aussi un petit électrochoc chez la personne et venir planter la graine en se disant « Ah, bon là, c'est effectivement, il y a quand même des personnes extérieures à l'entreprise. On n'est pas dans le jugement quand on intervient. On est là
pour prendre une situation et essayer d'aborder le sujet en fait avec les personnes. Et donc, voilà, c'est la pratique du dépistage, en fait, quand elle est bien réalisée, quand elle est bien mise en place, quand elle est bien expliquée en amont, pourquoi on fait ça, pourquoi on met ça en place, et quel est le suivi, et comment ça va être géré derrière en aval, ben, on se rend compte que c'est une pratique extrêmement bien perçue sur le terrain. On a très très peu de personnes qui nous disent « vous nous faites suer à venir, ça ne nous intéresse pas ». Voilà, les gens comprennent bien que c'est pour leur santé, leur sécurité, et aussi de leurs collègues autour d'eux. Puisqu'ils sur des postes sensibles, ils peuvent mettre en danger non seulement leur santé et sécurité, mais aussi celle des autres. Et du coup, voilà, on est souvent en fait assez plébiscité. Les gens comprennent parfaitement pourquoi on intervient et nous remercient d'intervenir. Jean-Jacques, une question qui me brûle les lèvres. Quelle serait la plus-value pour nous, professionnels de santé, médecins et infirmiers en santé au travail, ce genre d'application? En fait, c'est ce que je te disais sur mettre le doigt sur une situation, c'est que quand on intervient, en fait, on repasse la main après, derrière, à des professionnels de santé, à des médecins du travail. Et en fait, ça permet simplement de lever une situation, de mettre en exergue une personne qui pourrait avoir des consommations excessives et qu'un autre professionnel de santé, son médecin du travail, puisse derrière reprendre la main. Et en fait, voilà, c'est simplement qu'à un instant T, nous, on va intervenir. Peut-être que les personnes, durant leur rendez-vous leur rendez-vous médical avec le médecin du travail, peuvent être parfaitement sobres, peuvent se tenir. Au quotidien, on passe de manière aléatoire et inopinée. C'est aussi ce qui crée et ce qui rend l'exercice aussi plus intéressant, puisqu'il va vraiment mettre en lumière des choses. On n'annonce pas quand on essaie d'annoncer le moins possible. Donc, en fait, il y a deux usages possibles de ton application. C'est un pour le dépistage sur les postes à risque qui devraient être identifiés en entreprise et surtout régi par le règlement intérieur. Tout à fait. Et puis, l'autre côté qui pourrait nous intéresser, nous, professionnels de santé, services de santé au travail, que ce soit service autonome ou que ce soit service interentreprise, c'est de pouvoir aussi mener une campagne de prévention, mener une campagne de prise de conscience. C'est ça que j'ai entendu. Tout à fait, exactement. On en fait un petit peu sur des actions vraiment de sensibilisation pure, via du dépistage, via des ateliers de dépistage, en fait, pour que les gens puissent se tester. Et on observe pas mal de choses, qu'on intervienne le matin ou l'après-midi. On peut voir des personnes qui, le matin, qui soit vont être dans une grande dépendance et qui vont consommer assez régulièrement de l'alcool dès le début de la journée, ou bien des personnes qui peuvent être dans des excès de consommation, qui vont consommer tard le soir, tard la nuit, avec dans des proportions très importantes. Laurence en parlait avec les doses maison qu'on peut se servir, et du coup des personnes qui seront encore le lendemain matin sous l'effet de la substance et qui sans forcément, qui n'en ont pas forcément conscience et qui vont se dire il y a une nuit qui est passée, du coup c'est bon, je suis parfaitement clean. Et en fait non, l'alcool c'est le seul allié, c'est le temps pour retourner à zéro. Et l'appareil, en fait, l'appareil est intéressant parce que voilà, ça mesure et ça donne un chiffre à un instant T en fait sur une situation. Je vois très bien cette application je pensais justement ce matin en écoutant la radio, il y a apparemment la fusion PSA et Fiat. Donc ça nous ramène aux voitures, mais en même temps ça nous ramène au risque routier. Est-ce que y a-t-il des constructeurs automobiles qui ont pris contact avec toi pour mettre en place ce genre d'application qui permettrait de ne pas démarrer ou démarrer la voiture? Alors, il y a déjà des choses qui sont faites avec des éthylotest anti-démarrage, mais c'est plus sur du judiciaire, sur des personnes qui ont été arrêtées en état d'ébriété avec un taux considéré comme délictuel, donc c'est-à-dire au-delà de 0,8 grammes par litre de sang. Et sur des récidivistes, c'est ces personnes qui vont être amenées à passer devant un tribunal, et le tribunal prononcera l'installation d'un éthylotest anti-démarrage. Il faudra que Jean-Jacques, s'il te plaît, excuse-moi, Soufena nous a fait la remarque comme quoi tu parles très très bas et que tu as une voix très très très
Barry White, donc voilà. Est-ce que tu pourrais… Pardon. Je vais parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Soufena, c'est bon? Bon, apparemment, ça a l'air de marcher. Bon, Vas-y, tant mieux, je vais faire excuse-moi. attention, pardon. Du coup, et donc voilà, pour terminer sur le risque routier, oui, c'est tout à fait alcool au volant. Enfin voilà, le risque routier reste un risque professionnel et malheureusement, enfin voilà, c'est les personnes qui peuvent être amenées à conduire fréquemment sont aussi voilà amenées soit à consommer de l'alcool le midi. On travaille voilà avec des sociétés de transport qui mettent en place des actions de prévention une fois de temps en temps, de manière inopinée, ou bien qui organisent des semaines de sécurité et qui vont resensibiliser leurs collaborateurs en les dépistant à un moment donné, et qui, voilà, ça permet de réaborder la problématique alcool et le sujet alcool en entreprise. Super. Et comment s'est passée cette dernière année? Alors, quel retour d'expérience du dépistage dans ce contexte pandémie Covid, Alors, Jean-Jacques? c'était très particulier. Au début, on a eu, je pense, comme pas mal d'entreprises, un petit temps mort. Puis en fait, on a remis en place, nous, de notre côté, un protocole pour réaliser des dépistages dans ce contexte-là, en fait, puisqu'on fait quand même souffler les personnes, donc il y a quand même une notion de risque. On pourrait estimer qu'il y a une notion de risque. Donc voilà, on a mis en place un protocole pour désinfecter tout notre matériel, prendre un maximum de précautions dans ce contexte-là. On a réalisé énormément de dépistages avec nos clients qui ont continué à nous faire confiance, puisque ça reste une problématique qui n'a pas disparu avec le confinement. On a eu des sondages, vous en avez parlé, Laurence, tout à fait. Donc, ça a été, voilà, on a vu, donc on a bien continué, on a fait beaucoup de dépistages depuis. Et on a observé aussi des choses, on a observé des choses assez intéressantes, si je puis dire, où en fait, sur des nouveaux clients avec qui on a réalisé des dépistages en fin d'année, des chiffres qui étaient quand même beaucoup plus importants que sur des entreprises avec qui on avait l'habitude de travailler un peu plus au long cours, si je puis dire. Et je pense qu'on communiquera prochainement là-dessus, mais avec des chiffres de taux de dépistage positif malheureusement beaucoup plus importants. Et le test doit être fait absolument par un professionnel de santé ou pas? Alors, selon la jurisprudence, non. La jurisprudence, c'est toute personne qui va être formée, habilitée au dépistage ou désignée par par le responsable de l'entreprise. Nous, on préfère mettre des professionnels de santé dans la mesure où c'est les personnes qui vont, l'objectif du dépistage, nous, on souhaite vraiment faire du dépistage d'une manière purement préventive et avoir une vraie action, en fait, alors, pour identifier une situation et essayer de discuter avec les gens. Et il nous paraît être plus intéressant quand même de faire appel à des professionnels de santé qui savent discuter avec les personnes, qui peuvent avoir aussi leur expérience en addictologie, de manière à pouvoir aborder la situation avec la personne, alerter et échanger en fait avec la personne. D'accord. L'essentiel est d'échanger. L'avantage, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est l'avantage du dépistage qui n'est pas anonyme, parce qu'on a la personne en face, on rentre un certain nombre d'informations la concernant. L'avantage pour un professionnel de santé, c'est de pouvoir, de faire la pédagogie, et puis deux, c'est préserver le côté confidentiel médical. Exactement. C'est des personnes qui sont aussi soumises à secret professionnel par la nature de leur métier, et ça vient renforcer en fait la qualité de l'échange qu'ils peuvent avoir en fait avec la personne. On observe souvent en fait des personnes qui vont facilement se livrer en fait quand on réalise des dépistages. On a des personnes qui peuvent s'effondrer. On met le doigt quand même sur des situations. Donc de temps en temps, on a des personnes qui s'effondrent. On a des échanges qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie avec des personnes suite à un dépistage positif, parce que la personne commence à se livrer, commence à parler de choses avec lesquelles elle n'a pas forcément l'habitude d'en parler avec les personnes qu'elle côtoie au quotidien. Et c'est là où le dépistage, en fait, est véritablement quelque chose qui est une vraie action préventive. Et c'est notamment pour ça aussi, je vois la question. La plupart des dépistages ne sont pas anonymes, ils sont nominatifs, de manière à pouvoir aussi retransmettre les informations sur la personne
au médecin du travail, à l'équipe derrière, qui généralement est chargée de revoir la personne. On fait de temps en temps du dépistage anonyme sur vraiment plus de la prévention et sensibilisation quand on fait des dépistages sur des ateliers pour… alors on met aussi de temps en temps en lumière les choses, mais le dépistage nominatif, confidentiel et inopiné rend l'exercice plus intéressant parce que c'est une cartographie qui est peut-être un peu plus exhaustive, un peu plus précise sur un état des consommations et de situations qui pourraient avoir lieu dans une entreprise. Laurence, ce genre d'outils innovants de dépistage ou de sensibilisation ou de prévention, est-ce que ça aurait pu attirer votre attention en 2009? En 2009, j'étais prête. Oui, je pense que c'est très bien. Bravo Jean-Jacques pour cette initiative. Et je pense que j'aurais saisi cette opportunité pour prêter à ce test. Et vu les résultats, je pense que j'étais prête. J'attendais ça. Maintenant, ça va tout. Mais au moins, c'est une formidable opportunité pour enclencher le dialogue sur le problème alcool. Ça ne résout pas tout, vous avez tout à fait raison. Non, mais au moins ça existe. Exactement, c'est ça. Et ça permet, et de la même manière que les profils qu'on va voir de personnes positives, il y a comment ça s'appelle, il y a plusieurs profils. On va avoir des personnes qui vont être complètement fermées quand on va faire un dépistage positif et qui vont nier la chose, qui vont continuer à être dans le déni. Mais de l'autre manière, il y a aussi des personnes qui vont reconnaître et d'autres qui vont complètement se livrer. Et c'est aussi, c'est sûr, ça ne résout pas tous les problèmes. C'est un outil dans ce qui peut exister. La sensibilisation, les interventions, les témoignages sont des choses formidables aussi qui permettent de transmettre un vécu. Et le dépistage, ça permet de mettre le doigt à un moment aussi et d'aborder le problème. Et la chose, en fait, c'est le dialogue après qui va s'engager avec la personne. Et c'est là où, c'est ça qui rend vraiment l'exercice du dépistage très intéressant, si je puis dire. C'est le dialogue et c'est là où il faut vraiment avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Et pour la première catégorie de gens, quand vous dites, Jean-Jacques, ça va peut-être rien donner, mais en attendant, vous mettez une petite graine dans le cerveau de la personne. Vous savez, c'est très long de se soigner en addicto, en alcoolologie. On a mis des années à se détruire. Il faudra des années pour se reconstruire. Et c'est étape par étape. Donc, ça peut être une première étape, peut-être immédiate, mais peut-être un peu plus longue. Mais en attendant, je trouve que c'est très, très bien. Est-ce que ce ne serait pas, Jean-Jacques et Laurence, est-ce que ce ne serait pas le cadeau de l'année qu'on pourrait offrir à l'ensemble de ces dames pour leur sac à main, pour que l'effet à la place du super briquet du pont, on ne pourrait pas offrir un truc d'Aitilo comme ça pour les dépistages et pour la prévention? On travaille moins en direct avec le grand public. Néanmoins, dans un but thérapeutique, on teste en fait de différentes manières l'utilisation de cet appareil-là par des personnes, pour des personnes qui pourraient être dans une situation de dépendance et qui, suivies par un professionnel de santé, se dépisteraient de manière polyquotidienne pour essayer d'avoir en fait pour que ce soit en fait une sorte de béquille thérapeutique. Donc ça, c'est des choses que l'on teste. On le teste dans d'autres milieux, dans le milieu judiciaire également, pour que des personnes en fait qui ont commis des délits en état d'ébriété, sous l'influence de l'alcool, des personnes qui sont addictes à l'alcool et qui vont taper leurs femmes, qui vont commettre des délits. Ces personnes-là, on va les équiper d'Aitilo de manière à ce qu'elles puissent prouver ou obtenir la garde des enfants, ou dans un cadre judiciaire en fait, prouver leur sobriété à distance. Donc ça, c'est des choses que l'on teste. C'est moins le cœur de notre métier actuellement, mais on y viendra peut-être. Donc, si j'ai bien compris, Jean-Jacques, c'est sur le smartphone, on utilise en fait l'identification faciale de la personne, c'est ça, pour identifier? On le fait un petit peu. C'est comme ce que j'ai expliqué en fait au début, c'est qu'on est parti en fait de cet outil pour proposer des solutions de prévention autour de la problématique d'alcool. Et le dépistage, en fait, la reconnaissance faciale, on va l'utiliser donc dans ces cas de figure dont je viens de te parler,
thérapeutiques, judiciaires, et également dans le cadre de dépistage à distance. On travaille par exemple avec des compagnies maritimes qui vont, dont les bateaux sont à droite à gauche dans le monde. Et en fait, les personnes, les équipes de prévention vont s'assurer comme ça à distance que tout l'équipage d'un bateau va se dépister. Et donc, via la reconnaissance faciale, on vient certifier comme ça à distance que le dépistage a bien été réalisé. Il faut voir en fait notre solution comme un ensemble d'outils autour de la prévention des risques et du dépistage. Ça fait partie des panels d'outils innovants qu'on pourrait effectivement proposer aux entreprises et proposer aux services de prévention et santé au travail. Tout à fait. C'est un appareil de mesure à la base, c'est un éthylotest et qui est un éthylotest plus avec des petites fonctionnalités qui lui permettent d'aller de faire de la prévention, de faire de la sensibilisation. Enfin, venir en tout cas s'inscrire dans des actions comme ça autour de la prévention des risques. Bon, étant donné qu'on est au mois de janvier 2021, le début de l'année, la tradition voudrait que l'on s'offre une galette et puis avec un verre de cidre. Donc, vous écoutant, je vais arrêter de sortir la bouteille de cidre. Donc, qu'est-ce que vous deux, Laurence et Jean-Jacques, quel vœu vous tenez à nous formuler en ce début d'année? Je vous en prie, Laurence, allez-y. Merci Jean-Jacques. Eh bien, des vœux de sobriété. Je vais commencer mon propos en les souhaitant déjà. La galette des rois, c'est délicieux. Moi, je l'ai goûté avec du jus de pomme, donc à la place du cidre. Des personnes ont pris par contre une bolée de cidre, mais n'ont pas dépassé une bolée. Sont restées dans cette zone alcool plaisir. Donc, ne nous privons pas de plaisir, Vin, parce que le contexte est déjà assez anxiogène et liberticide. Continuons à nous donner du plaisir, y compris avec l'alcool, mais restons responsables de sa consommation. Voilà ce que je peux souhaiter aux personnes qui nous ont écoutés. Donc, plaisir et tempérance. Très bien. Et tempérance, oui. Jean-Jacques? C'est très bien dit. Sur cette notion-là, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien quand on réalise nos dépistages sur la prévention, sur des personnes qui pourraient être amenées à consommer de l'alcool, essayer de les alerter sur ça, donc, et sur des consommations excessives, donc à rester, si elles sont amenées à consommer de l'alcool, de le faire d'une façon modérée. Tout à fait. Parfait. Nous allons pouvoir prendre vos questions. Je retiens une chose et je remercie le docteur Laure Grellet-Pernet de l'avoir formulé comme cela. Les femmes sont à risque, sont plus à risque, donc forcément, accordons-leur un peu plus de vigilance. Oui, j'en profite pour dire que cette docteure a mis en place une application qui s'appelle MyDéfi, qui est une application qui permet à des gros buveurs de se faire coacher de manière anonyme et vraiment quotidienne. Et je l'ai moi intégrée dans le groupe Facebook que je gère et les résultats sont excellents. Et c'est ce docteur qui l'a mis en place, MyDéfi. Voilà. Et dans mon groupe, j'en profite aussi pour dire, le groupe est composé de 74% de femmes. Donc, on est vraiment en train de casser le tabou et d'alerter les femmes sur leur consommation, qui parfois sont excessives. Parfait. Alors, le temps qu'on prenne les dernières questions, je vous restitue les résultats de sondage. Donc, à la question, vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire ou faire? Il y a 93% de réponses non. Donc, très bien, tant mieux. 7%, cependant, ont répondu oui. Donc, ça veut dire qu'il y a 7% qui auraient une consommation excessive, dangereuse, qui pourrait entraîner le blackout. À la question, avez-vous déjà eu besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme? 100% ont répondu non. Bravo.
Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au sujet de votre consommation d'alcool? 83% ont répondu non, 17% oui. Et à la question, faites-vous du télétravail ou travail à domicile actuellement? 65% sont en travail présentiel, 32% de travail à domicile et 3% en chômage partiel. Je vais vous demander de faire le sondage pour nous faire le feedback sur la qualité de notre intervention. Voilà. Est-ce qu'on a... Alors, j'ai une question. Y a-t-il une forte adhésion dans l'utilisation de cet outil ITILO, malgré que ce n'est pas anonyme? Posé par Mourad. Jean-Jacques. Ouais. Merci beaucoup, c'est une excellente question. En fait, quand on explique bien la pratique du dépistage, quand on explique bien en amont pourquoi on met ça en place, cette notion de risque, en entreprise, et qu'on explique bien pourquoi on fait le dépistage, ce qui peut se passer en cas de dépistage positif, que ce n'est pas dans un but de sanction, mais que c'est dans un but de prévention des risques et de gestion et derrière pour apporter une solution sur des problématiques addictives. Le dépistage est extrêmement bien perçu des personnes et très bien accueilli en entreprise. Les gens le comprennent. C'est souvent dans des entreprises qui ont une forte culture de santé et de sécurité, donc ces notions en fait, de protection et de prévention leur sont déjà en fait bien ancrées, si je puis dire, et voilà, ça s'intègre en fait dans le panel des risques, mais il faut toujours bien expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et généralement nous on a une très forte adhésion sur le terrain quand on intervient. C'est parfait. Donc les autres questions, le test doit être fait par un professionnel de santé, on y a répondu. Oui. Eh bien, écoutez, je crois, est-ce qu'on s'est tout dit, Laurence et Jean-Jacques? Je crois que pour moi, oui, je pense. Donc, vive le janvier sobre. Oui, et vive la sobriété toute sa vie si on le souhaite. Hein. Restons dans cette zone plaisir. Voilà. Sachant que vous avez bien compris que moi, j'ai plus droit. Hein. Vous l'avez compris, ça. Hein. Très bien. Mais vous savez, comme disaient les tontons flingueurs, il n'y a pas que de la pomme. Hein. Oui, c'est bien dit. Jean-Jacques? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de présenter nos actions en matière de prévention. Et écoutez, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, nous sommes là pour vous aider. Très bien, un grand merci. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. J'ai évoqué tout à l'heure le risque routier. Ce sera l'un des sujets d'échange SIAMT dans les prochains jours. De mémoire, je crois que c'est le 28 janvier prochain. Et le prochain webinaire échange SIAMT, on reviendra vous rencontrer avec nos experts sur le sujet du sommeil et puis de toute la partie chronobiologie. Écoutez, un grand merci à vous deux, un grand merci à l'ensemble du public qui nous fait confiance depuis un certain temps. Eh bien, je vous dis encore une très belle année et puis à très vite pour d'autres aventures. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter et merci Lynn et merci Laurence pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Bonne journée, au revoir.